J'ai le plaisir de parler sur la réforme monétaire. Donc le titre exact de mon intervention est réforme monétaire, par où commencer. Donc il y a un double sens derrière. Quel devrait être le contenu de la réforme monétaire, donc quels sont les éléments d'une réforme monétaire qu'il faudrait mettre en place. C'est le premier sens. Et le deuxième sens serait celui de la stratégie. Donc comment mettre en place la réforme. Alors je vais revenir peut-être à la fin sur le deuxième volet, sur la stratégie, même si peut-être au départ c'était l'idée que Cécile avait en tête. Je me suis rendu compte que ce qui est plus important, en fait, c'est le contenu, la réforme en elle-même, l'aspect théorique. Je vais faire un exposé en 4 parties. D'abord, mentionner le problème, pourquoi la question d'une réforme monétaire se pose-t-elle, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais brièvement présenter ce que j'appelle ici la solution politico-institutionnelle, qui est celle de la réglementation des banques et quelques propositions actuelles qui sont avancées et mises en place. Et après, je vais essayer de vous guider à travers les différentes propositions autrichiennes qui ont été avancées. Finalement, il y en a un sacré nombre, bien plus qu'on ne pourrait le croire. On va voir quels sont les éléments essentiels et je vais essayer sur cette base de conclure avec quelques messages généraux. Alors, le problème de la réforme monétaire, il y a un point de départ qui est partagé par tous les économistes autrichiens et économistes du mainstream, donc quelques symptômes observables, pourrait-on dire, d'une situation de crise qui nécessiterait donc une solution. Il y a d'abord une récurrence des cycles économiques. Alors, ces cycles économiques, pour les économistes de tous bords, ne sont pas forcément liés au secteur bancaire, mais même les économistes du mainstream voient bien que les cycles économiques ont des conséquences sur les banques. Derrière un cycle économique, en fait, il y a des mauvais projets d'investissement, et derrière chaque mauvais projet d'investissement, il y a une difficulté à rembourser le prêt bancaire par lequel ce projet a été financé. Et donc, chaque crise économique, même si on l'explique par l'effet de Minsky ou autre chose, de fait va impliquer des créances dites douteuses ou non-performing loans, donc des crédits qui ne payent pas. Et ces crédits qui ne payent pas vont peser lourd sur le bilan des banques et vont consommer le capital des banques. Donc il y aura une érosion du capital des banques. Alors cette érosion du capital des banques sera à l'origine d'une perte de confiance dans un établissement qui est concerné, ou dans plusieurs établissements qui sont concernés. Et cette perte de confiance générera des ruées bancaires classiques, donc des retraits de dépôt, ou des ruées bancaires un petit peu, pourrait-on dire, plus sophistiquées sur le marché interbancaire. Donc, d'autres établissements de crédit vont perdre confiance dans leur propre pair et vont leur refuser les lignes de crédit qu'ils leur accordaient sur le marché interbancaire. D'une manière ou d'une autre, les établissements bancaires se verront confrontés à des situations d'illiquidité. Il y aura en plus un risque élevé de contagion parce que la confiance dans les banques est peu divisible, comme nous l'apprend Mises. Et donc, même s'il y a un établissement qui est concerné par un problème, ce problème de fait est transmis à toutes les banques. Et ceci va nécessiter l'intervention d'un prêteur en dernier ressort qui va refinancer toutes les banques. Mais évidemment, cela implique un problème d'aléa moral. Les banques, sachant qu'elles vont être refinancées, vont être de moins en moins prudentes dans leur politique de crédit et on va revenir au début des symptômes observables. Ceci va générer des crises économiques nouvelles. Donc ces symptômes observables, en fait, sont tout à fait partagés par les économistes du mainstream. Alors en quoi est-ce un problème, pourrait-on se dire? On pourrait vivre de cette manière-là, pourquoi pas, hein? Ça pourrait être un trait du capitalisme ou du fonctionnement des banques en général. Alors, cette vulnérabilité et instabilité des banques, évidemment, a deux coûts, hein. Donc le premier est celui de l'insécurité de l'épargne.
parce que l'illiquidité d'une banque se traduit par une absence d'accès aux dépôts, et très probablement par une destruction des dépôts dans l'économie, donc par une destruction d'épargne. Donc là, il y a un véritable souci. Et deuxièmement, il y a une interruption du flux de crédit dans l'économie. Ça, c'est un grave problème pour les économistes du mainstream, parce que dans une économie de dette, tout repose sur la capacité de s'endetter de nouveau. Donc c'est le fameux credit crunch. C'est la grande peur des hommes politiques d'aujourd'hui, qu'il y ait des contraintes sur l'octroi de crédit. On va faire des analyses. Est-ce que la baisse des crédits effectivement octroyés est due à des effets de demande, parce que l'économie va mal, ou à des effets d'offre? Est-ce que les banques sont limitées, Donc c'est ainsi que c'est un grave problème aussi politique. Et donc il y a une instabilité générale des banques qui implique également une instabilité des relations économiques en général. Donc d'un point de vue autrichien, il y a deux causes structurelles de ces difficultés des banques modernes. D'un côté, ce sont les réserves fractionnaires, on verra ça plus tard, et ça a été déjà abordé, comment les réserves fractionnaires conduisent au cycle économique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, réserve fractionnaire? Pour comprendre les propositions qui vont être présentées tout de suite. Les réserves fractionnaires, ça signifie que les actifs les plus liquides des banques, donc réserve à la banque centrale et cash, ne représentent qu'une partie des obligations immédiates des banques, donc les dépôts, ce qui est un élément du passif des banques. Et la deuxième cause structurelle des problèmes, c'est bien évidemment l'insuffisance des fonds propres, qui amène à un effet de levier élevé et à une incapacité des banques à absorber des pertes possibles. Les fonds propres, c'est un élément du passif des banques, donc c'est ce qui a été engagé une fois pour toutes dans l'activité de la banque, et l'effet de levier fait référence au ratio fonds propres par rapport à toutes les autres dettes de la banque, ou on pourrait dire aussi par rapport au total de l'actif. Donc c'est une insuffisance des fonds propres qui est également reconnue par les économistes du mainstream. Alors, ces deux problèmes sont bien reconnus en fait par les économistes d'aujourd'hui, mais la solution que j'ai appelée politico-institutionnelle va essayer de jouer avec ces deux problèmes dans le même cadre général. On pourrait dire, pour reprendre la classification de Renaud Filleul, dans le même système et même dans le même régime monétaire. Donc il y a trois grandes propositions contemporaines qui sont en train d'être mises en place. Les accords de Bâle III, qui se traduisent, donc les accords de Bâle III sont des accords initialement entre les superviseurs bancaires et les régulateurs bancaires des 10 pays les plus importants, dans le cadre des activités de la Banque des règlements internationaux à Bâle. Ces accords de Bâle III se traduisent dans le contexte de l'Union européenne par ce qu'on appelle la CRD4, donc la directive sur les besoins en capitaux 4. Ça se traduit, donc ça reprend le même contenu. Il y a deux autres initiatives européennes, qui est la directive sur la résolution des banques et la mise en place de l'union bancaire. Alors, quelques mots d'abord sur Bâle III. Les principes sous-jacents à ces trois réformes consistent à imposer aux banques, donc vraiment imposer, on verra bien, un renforcement de leur bilan, en gardant le même système monétaire. Il y a deux grandes propositions, deux grands volets dans Bâle III. L'un touche au problème de liquidité, donc précisément au problème de réserve fractionnaire. Là, il s'agit d'améliorer l'adéquation des maturités des actifs des banques à la maturité des passifs, par l'imposition de deux types de ratios, de nouveaux ratios. Donc un ratio de couverture de liquidité qui lie les actifs à un mois aux passifs à un mois. Et la grande nouveauté, c'est l'introduction d'un ratio des fonds de long terme, des fonds stables, donc à un an. On calcule par rapport à la structure du bilan de la banque quels devraient être ses besoins en financement à un an. Après, on regarde combien cette banque en a.
effectivement de financement à 1 an, et ce ratio devrait être supérieur à 100%, donc la totalité des besoins en fonds longs devrait être satisfait par la réalité. Les besoins en fonds longs sont calculés en faisant une pondération sur les actifs. Donc il faudrait financer les actifs de différentes maturités de la banque par des fonds relativement longs. Donc ça, c'est un nouveau ratio qui est en train d'être mis en place jusqu'en 2018. Et le deuxième volet fait référence à l'insuffisance de capital. Là, il s'agit tout simplement d'améliorer et d'accroître les fonds propres, améliorer la qualité, c'est-à-dire obliger les banques à avoir plus de ce qu'on appelle Core Tier 1 Capital, donc le vrai capital qui est une contribution une fois pour toutes des actionnaires à la banque, qui ne peut pas être exigé pour remboursement d'une manière ou d'une autre. Là, on va passer à un ratio à 4,5%. Et l'introduction de plus de ressources susceptibles d'être transformées en capitaux propres, de manière contractuelle déjà au départ. C'est ce qu'on appelle COCOS, Convergent Convertible Debt Instruments, donc des instruments de dette qui peuvent être automatiquement transformés en capitaux propres si le ratio de capitaux propres baissait en dessous d'un seuil prédéterminé de manière contractuelle au moment de l'émission de ces instruments de dette. À l'intérieur de la zone de l'Union européenne, cette directive 4 sur les besoins en capitaux est une directive d'harmonisation maximale. Alors c'est très important parce que ça veut dire qu'aucun superviseur national ne pourrait exiger que les banques dans son système national détiennent plus de capital que ce qui est ici. Donc en réalité, ce que nous observons est une demande d'accroissement des capitaux des banques limitée. Et des superviseurs plus prudents dans un pays ou dans un autre ne pourraient rien faire pour demander plus de capital s'ils le croyaient nécessaire. Peut-être 2-3 mots sur la directive sur la résolution des banques. Alors c'est un petit peu à la suite des événements à Chypre. Comme on s'est bien rendu compte qu'il y a un aléa moral après tous les plans de sauvetage, la Commission européenne a pris la décision de circonscrire le cas dans lequel une banque pourrait faire appel à des fonds publics dans des situations toutes particulières, après avoir notamment épuisé déjà un grand nombre de ressources disponibles à son passif. Donc il y a un ordre préétabli des transformations de passifs en capitaux propres, y compris d'ailleurs les grands dépôts au-delà de 100 000 €. Une partie de ces dépôts pourrait être convertie en capitaux propres, donc on pourrait faire appel aux grands déposants pour recapitaliser une banque, et on devrait d'ailleurs le faire selon ces directives avant de faire appel aux capitaux propres, à l'État. Et l'argument derrière est que ceci n'est absolument pas en contradiction avec la garantie, même jusqu'à 100 000 €, parce que cette garantie, légalement, ne s'applique que dans le cas d'une liquidation de banque. Donc tant qu'un établissement de crédit n'est pas mis en liquidation, mais il est restructuré d'une autre manière, on pourrait faire appel aux déposants à tout moment. Et l'union bancaire, c'est un projet un peu plus vaste qui a 3 volets. Le premier consiste à mettre en place un superviseur bancaire unique dans la zone euro. Ce rôle sera joué par la Banque centrale à partir de l'année prochaine. Donc les établissements bancaires considérés d'importance systémique dans les pays de la zone euro seront tous soumis à la supervision de la Banque centrale européenne selon les mêmes critères. Et ce qui est encore plus important, donc il y a encore 2 autres volets. La mise en place d'une autorité de résolution des banques dans la zone euro et la mise en place d'un fonds commun de résolution des banques. Donc l'objectif là est de centraliser et de collectiviser les coûts de recapitalisation des banques pour éviter que le sauvetage d'un établissement de crédit par l'autorité nationale ne mette en danger les finances publiques du pays. Ce qui a été le cas, donc on fait référence encore une fois à Chypre et à l'Irlande. La crise de la dette publique de ces pays-là serait provoquée par la nécessité des États domestiques, des autorités nationales locales, de renflouer leurs banques. Pour éviter ceci, on créera, dans les années à venir,
un fonds commun qui sera appelé, lui, à la place des États nationaux, à recapitaliser les banques. Et de cette manière, on va couper ce lien vicieux qui existerait entre crise bancaire et crise de la dette souveraine. Alors, quelques critiques sur ces propositions réglementaires. Donc, le problème général qui a été déjà sous-jacent à une des questions avancées, il s'agit d'une réglementation centralisée en opposition à la régulation par l'intérêt individuel et par l'esprit d'entreprise. Évidemment, ceci crée des incitations perverses dans le sens de l'aléa moral, des attentes des banques. Alors, plus important encore, on assiste véritablement à une bureaucratisation de la banque. Les accords de Bâle III, c'est un document de 800 pages. Tous les établissements bancaires ont à l'intérieur de leurs unités, de leur direction, des unités spécialisées dans le décryptage de ces accords et dans la mise en pratique. Donc en fait, à l'intérieur de la banque, on met en place une espèce d'agence qui est là pour appliquer la réglementation bancaire. Et ces unités sont extrêmement importantes parce qu'elles vont limiter en réalité les décisions bancaires, les décisions en matière d'octroi de crédit et de financement des activités économiques. Donc il y a véritablement un remplacement de l'esprit d'entreprise au sein de l'intermédiation financière par une bureaucratisation, par une notion très administrative du risque, parce que le risque de chaque type de crédit, selon celui qui s'endette, selon le type de collatéral qui est donné, est catégorisé déjà au départ. Ce n'est absolument pas laissé à l'appréciation du banquier dans le cadre du projet spécifique. Tout cela est bien précisé, les besoins en capitaux, la pondération que l'on doit accorder aux différents actifs. Alors évidemment, on pourrait dire aussi que cela donne, il faudrait bien étudier ça dans le détail, mais on sait déjà que cela donne un grand privilège aux émetteurs étatiques parce que d'habitude, leur dette est pondérée, considérée comme sans risque, donc aucun besoin en capitaux, alors que la dette privée, elle, est considérée comme risquée. Donc tout cela est précisément encodé dans les accords de Bâle III. La notion d'actif liquide, alors évidemment, cela présuppose qu'il existe une banque centrale producteur de monnaie. Autrement, le seul actif liquide, c'est la monnaie. Mais dans le sens des ratios de liquidité mis en place, les actifs liquides, c'est tout titre de dette qui peut être échangé ou mis en gage auprès d'une banque centrale. Donc, véritablement, ce type de réforme s'inscrit déjà dans un cadre où il existe une banque centrale. Donc, il n'y a absolument pas de remise en cause du système. Bien au contraire, cette réforme a besoin des éléments du système pour qu'elle fonctionne tant bien que mal. Donc, cela implique une collectivisation des coûts de résolution, donc avec tous les problèmes d'aléa morale, et d'une certaine manière, un élargissement des garanties publiques. Donc voilà pour ce qui est avancé aujourd'hui sur la table et ce qui est en train d'être mis en place. Maintenant, par rapport à cette réforme, les propositions autrichiennes sont bien différentes. Parmi tous les auteurs autrichiens, il y a un accord sur les différents objectifs. Donc le premier objectif, c'est de revenir, de réintégrer en fait la monnaie dans l'économie de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut soumettre la production de monnaie aux règles de la concurrence. Et les règles de la concurrence, cela veut dire qu'il faut attirer des facteurs de production, de la même manière que l'on produit des chaussures, des voitures, n'importe quel bien ou service dans l'économie est soumis à la concurrence généralisée, qu'on pourrait appeler horizontale, donc entre différents secteurs de l'économie. C'est cette concurrence-là qui est bien plus importante que la concurrence verticale, d'avoir 10 types de dentifrice et ainsi de suite. La véritable concurrence économique, c'est le fait que n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel secteur doit attirer des facteurs de production et que ceci implique un coût d'opportunité pour la production d'autres biens dans l'économie. Or, la monnaie, dans le cadre d'aujourd'hui, la grande distinction de la monnaie papier, c'est que précisément, la monnaie papier échappe à cette logique de la concurrence généralisée. La monnaie scripturale, produite par les banques centrales, peut être augmentée sans aucun coût à la marge, et elle ne nécessite d'ailleurs
l'attraction d'aucun facteur de production supplémentaire. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle échappe à la concurrence généralisée. Donc les Autrichiens disent qu'il faut que la production de monnaie, qu'elle soit marchandise ou même de papier, on verra, avec Hayek et d'autres, il faut qu'elle revienne dans la logique concurrentielle du marché. Et deuxièmement, il faut éliminer toute réglementation bureaucratique pour revenir précisément à une régulation par le droit général et par l'intérêt, et de nouveau par la concurrence. Donc c'est ça les deux grands principes des propositions autrichiennes. Maintenant, il y a au sein de l'école certains désaccords sur l'implication de ces grands principes dans la vie réelle, et ensuite sur la stratégie à suivre. La concurrence bancaire, par exemple, implique-t-elle ou non la réserve intégrale? Donc c'est un problème de discorde. Bon, à croire Guido, moins aujourd'hui, puisqu'effectivement les adeptes ou les avocats de la banque libre se réclament de moins en moins autrichiens, mais la question est là quand même, peu importe quel label ils décident de porter, c'est une question à examiner. Deuxième grande question, est-ce que l'État a un rôle positif, voire même actif à jouer dedans? On verra que pour des auteurs comme Huerta de Soto, l'État a un rôle primordial. Pour Mises, c'est un peu moins sûr. Donc c'est une question. Hein. Et troisièmement, est-ce qu'il faudrait faire une transition immédiate ou plutôt graduelle? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit spontané ou organisé? Ceci touche à la question, en fait, qu'on va discuter plus tard, de la question théorique de la déflation, assez importante, qui n'a pas été abordée ni par Mises ni par Rothbard dans le cadre de la réforme monétaire, en réalité, alors qu'il faudrait rattacher cette question de la déflation précisément à ce sujet-là. Introduction générale des réformes, des propositions autrichiennes. Maintenant, il y en a 6 ou 7. Je vais essayer de vous guider à travers ces réformes, ces propositions de réforme. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir tout faire? Je ne sais pas. On verra. Alors, commençons par Ludwig von Mises, qui a commencé sa réflexion sur la réforme monétaire en 1919, qu'il a développé, et ce que je présente ici est un petit peu sa proposition mature, hein, qu'il émet en 1923. Ludwig von Mises écrit dans un contexte d'inflation, et il cherche en fait une réforme qui va sauver le système monétaire d'une hyperinflation imminente. C'est ça le contexte. Donc le premier point que je n'ai pas mis ici consiste à arrêter la production de monnaie. Donc le point de départ est une décision des autorités publiques de geler la production de monnaie. Il faut arrêter avec la production de monnaie. Ah si, je l'ai mis, geler la production de billets existants. Et commencer à, donc, en même temps, mettre en place 100% de réserve, donc une obligation légale pour toute production de nouveaux substituts monétaires par les banques de 100% de réserve. Donc c'est un régime de 100% de réserve à la marge. Les dépôts qui ne sont pas couverts jusqu'à présent, donc les moyens d'échange fiduciaires existants sont préservés, on n'y touche pas, mais pour tout dépôt supplémentaire que les banques commerciales vont émettre, il faudra le garantir avec 100% de réserve. En même temps, il faut libéraliser le marché de l'or, donc toute transaction en or sur n'importe quel montant avec des étrangers à l'intérieur de l'économie doit être totalement libéralisée. Et après cette libéralisation, en fait, cette libéralisation elle-même va permettre une stabilisation du prix de marché de l'or. Une fois que les transactions ont été libérées, les préférences des individus qui vont s'exprimer par des transactions vont mener à un prix plus ou moins stable. Et à ce moment-là, il faut décréter la convertibilité des billets existants en or. Donc la base monétaire va être décrétée convertible en or. Donc évidemment, ça ne marche que pour un pays qui a un stock d'or suffisamment large. Donc cette proposition de réforme concerne, admettons, on pourrait dire, les États-Unis ou la France, un grand pays qui a suffisamment d'or.
de sorte que la base monétaire existante, au prix libre de l'or, puisse être totalement couverte. Après, quatrième étape, il faut mettre en place un currency board ou une caisse d'émission qui va émettre de nouveaux billets. Ces nouveaux billets vont être émis selon cette règle de convertibilité à 100% en dollars. Et cette caisse d'émission, dont l'actif sera l'or en fait, public de l'État, va racheter les anciens billets. Elle va racheter les anciens billets et elle va émettre les nouveaux billets. Donc les anciens billets, la base monétaire sera échangée avec de nouveaux billets. Quel est l'intérêt de cette opération? Premièrement, garantir les 100% de couverture et deuxièmement, éliminer les petites coupures de billets. C'est un point crucial pour Mises. Les billets qui vont rester en circulation devront être des billets de grande coupure. Uniquement pour les grandes transactions, un petit peu comme au 19e siècle. Pour les petites transactions, il faut que l'or puisse circuler véritablement. L'or ou l'argent, la monnaie marchandise de référence, c'est très important pour que les individus puissent avoir eux-mêmes le contrôle de leur propre monnaie. Donc c'est là où il y a l'élément de l'initiative privée dans la réforme de Mises. Donc retrait et destruction des anciens billets. Donc c'est une réforme qui pourrait marcher avec les pays États-Unis d'Amérique qui ont un stock public d'or. Les petits pays, exemple Ruritanie en économie, eh bien il faudrait fixer leur monnaie par rapport à un grand pays tout simplement. Donc une espèce de currency board, caisse d'émission contemporaine. Alors quelques éléments donc cruciaux dans l'analyse de Mises, enfin dans la réforme de Mises. Donc retour alors avec circulation effective des pièces. C'est ça vraiment le point clé. Mise en place de nouvelles institutions non discrétionnaires, donc l'or sera produit, il y aura une caisse d'émission, il y aura des billets qui vont circuler, selon la demande des individus, ce sera des billets en grande coupure, donc peut-être que les billets ne circuleront finalement pas. Les réserves des banques seront aussi en or, dans ces billets-là. Donc il y a quand même de nouvelles institutions publiques, la caisse d'émission, qui doit être mise en place. Donc la réserve intégrale, elle est à la marge, donc il n'y aura plus de crédit bancaire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il y aura encore du crédit bancaire, c'est le crédit bancaire hérité des moyens d'échange fiduciaires existants. Mais il n'y aura plus d'expansion du crédit bancaire. Il n'y aura plus de cycle économique, parce que dans la vision de Mises, le cycle économique est lié à l'expansion des moyens d'échange fiduciaires, à l'augmentation de la quantité de crédit bancaire. Et sa réforme coupe court tout accroissement des moyens d'échange fiduciaires. Il y aura un accroissement des dépôts, mais couvert par 100% de réserve, ce qui n'est pas créateur de cycle. Alors, le grand avantage, selon lui, ce sont les Autrichiens d'aujourd'hui qui mentionnent ce point. Je ne pense pas que Mises lui-même le souligne, même s'il faudrait vérifier ça dans le détail. Cela évite la déflation de la masse monétaire, de fait, parce que les moyens d'échange fiduciaires sont encore une fois préservés. Alors, quelques interrogations qu'on pourrait se poser et qui ont été posées par des Autrichiens, notamment Jeffrey Herbener. Alors, qui supportera les pertes qui sont liées aux mauvais investissements existants dans le grand cycle économique qui a mené à la nécessité de la réforme monétaire? Dans ce schéma, ce n'est pas très clair. On a l'impression que le secteur bancaire sera préservé dans sa totalité, sans perte, sans destruction de moyens d'échange fiduciaires. Ça ne se passera probablement pas comme ça, s'il y a véritablement un risque d'hyperinflation et s'il y a eu une accumulation de crises. Donc Mises semble faire abstraction précisément de la consommation de capital, de l'érosion de capital dans le système bancaire et ses conséquences pour l'activité économique dues à la crise bancaire. Et deuxième grand point, le système financier est-il véritablement libéré de l'État dans sa totalité? Certes, il n'y aura pas de réglementation bancaire, il n'y aura plus de garantie des dépôts, pas besoin puisque à la marge c'est couvert à 100%. On a une monnaie qui est là, mais il y a des institutions étatiques qui sont en place, qui émettent les billets. Quelle est la garantie que nous avons qu'il n'y aura pas un retour en arrière? Bon, dans la vision de Mises, il faut se rappeler que Mises considère l'État, il a une vision un petit peu angélique de l'État comme une nécessité de protection des droits de propriété. C'est quand même un petit peu paradoxal parce que lui-même, dans donc cet aboutissement
de sa réforme fait suite à un mémo qu'il avait écrit en 1919 à l'intention des grands commerçants et banquiers en Autriche, leur conseillant en fait de prendre en main les choses et de chercher un prêt à l'époque de 20 millions de francs suisses pour que l'économie puisse commencer à fonctionner rapidement s'il y avait véritablement un écroulement du système bancaire. Et il écrivait dans ce mémo, il est peu probable que les autorités monétaires actuelles qui nous ont amenés à ces problèmes monétaires vont trouver une solution à la crise. Il faut chercher une solution privée par nos propres moyens, trouver en fait une monnaie de substitution. Ce qu'il propose, c'est une espèce de dollarisation. Donc c'est un petit peu paradoxal que d'un côté, il est très conscient de l'impossibilité des autorités monétaires de mener une réforme monétaire eux-mêmes, et d'autre part, dans son système abouti, il préserve une place non négligeable pour l'État. Alors, la proposition de Marie Rothbard, d'une certaine manière plus directe, moins élaborée, peut-être plus cohérente avec son système libertarien, mais on verra, paradoxalement, peut-être même aussi un peu plus dirigiste. Alors, son point de départ, il faut tout de suite réévaluer le stock public d'or, donc c'est toujours une référence à la monnaie marchandise, pour couvrir la base monétaire. Donc on va décréter de fait un taux de convertibilité. On ne va pas attendre, comme Mises, que ce taux de convertibilité émerge par les transactions volontaires sur le marché. On va le décréter. Donc les billets, les dépôts des banques et la banque commerciale, donc la base monétaire, la monnaie centrale, sera intégralement couverte par le stock de monnaie existant. On va faire un ratio, et puis voilà. Ce stock public d'or sera restitué aux détenteurs de billets, de fait, puisque tous les billets sont couverts par l'or, et aux banques, par le biais de ces réserves, de leurs réserves. Alors, comme la Fed n'aura plus de raison d'être, puisque la totalité des billets et des dépôts, donc de la base monétaire, sera couverte par le stock d'or, et en fait ne sera plus qu'un certificat monétaire, dans la terminologie de Mises, la Fed n'a plus aucune raison d'être, donc on peut tout simplement annuler son bilan. Donc tout ce qui apparaît sur son passif et sur son actif disparaît. Donc les titres de dette publique détenus par la Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, vont être annulés. Donc grand bénéfice pour les futurs contribuables, ils n'auront plus à payer. Cette dette, d'une certaine manière, elle a été payée aujourd'hui par le stock d'or existant. Comme la Fed n'a plus d'actifs véritables, il suffit de l'abolir, et avec la Fed, en même temps, FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, donc l'organisme d'assurance et de résolution des banques aux États-Unis, et toute garantie publique n'auront plus aucune raison d'être. Le point intéressant est celui des moyens d'échange fiduciaires. Alors qu'est-ce qu'on fait des moyens d'échange fiduciaires qui ont été émis par les banques commerciales? Alors là, c'est pas très clair. Hein. Soit il y aura un retour graduel aux 100% de réserve, par une hausse progressive du taux de réserve, mais Rothbard ne nous explique pas véritablement la mécanique. Soit il faut le faire de manière instantanée, dans d'autres propositions. De manière instantanée, ça veut dire que le stock d'or sera utilisé non pas pour couvrir uniquement la base monétaire, la monnaie centrale, mais également le grand agrégat M3 ou M2, pour revenir au vocabulaire contemporain. Rothbard va vraiment assez vite, c'est assez clair ce qu'il fait sur les autorités publiques qui sont liées à la production de monnaie, mais dès qu'il s'agit de développer les points sur les certificats ou les moyens d'échange fiduciaire, c'est un peu moins élaboré. Alors, donc si on accepte le retour graduel aux 100% de réserve, eh bien il y aura une hausse progressive du taux de réserve, mais comment le financera-t-on? Par un amortissement naturel du crédit bancaire, donc ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de crédit octroyé par les banques sur une longue durée. Quelles sont les implications? Comment ça va se réaliser dans les faits? Ce n'est pas analysé chez Rothbard.
Et évidemment, il y aura en même temps, comme chez Mises, une conservation des moyens d'échange fiduciaires existants, et il n'y aura pas de déflation. S'il y a un retour instantané, eh bien, il faut réévaluer le stock public d'or pour couvrir la base monétaire. Mais ceci va créer des gains injustes pour les banquiers. Donc c'est là qu'il y a un problème précisément avec la théorie éthique de Rothbard, qui nous dit que les moyens d'échange fiduciaires sont une source de revenus non mérités par les banques et par les premiers receveurs des crédits bancaires. S'il y a retour instantané, alors il faut accepter qu'il y aura des gains injustes. Le point central quand même qui semble intéressant chez Rothbard, et surtout s'il y a retour instantané, c'est qu'il faut une libéralisation totale de l'économie pour faciliter les liquidations et les faillites qui vont suivre. Je vais revenir sur ce point plus tard. Alors, Friedrich von Hayek a fait, j'ai en fait encore 10 minutes, n'est-ce pas, Cécile? Quelque chose comme ça. Oui. Ok, donc je vais faire l'impasse sur Hayek peut-être et Zingrose et la banque libre. C'est des choses que vous pouvez voir. Pour revenir à Huerta de Soto, parce qu'il me paraît répondre à certains des éléments chez Rothbard, et il est d'une certaine manière un petit peu à l'opposé de Mises. Et il a pris des positions contemporaines assez divergentes, intéressantes sur l'utilité de l'euro. Alors pour Jesús Huerta de Soto, il y a 5 étapes dans le développement d'un système monétaire. Au départ, nous assistons à ce qu'il appelle le nationalisme monétaire, où dans chaque pays, il y a une production de monnaie scripturale, de monnaie papier, il y a une banque centrale qui suit sa propre logique de politique monétaire. Alors ceci conduit à des dévaluations, des dépréciations, ce n'est pas un régime stable, il y a des échecs de la politique monétaire qui sont trop visibles. Et ceci conduit à une coopération internationale entre les banques centrales et un système de taux de change fixe. Pour lui, c'est un pas vers la liberté monétaire. Donc chaque étape que je décris ici est un pas en avance vers la libéralisation monétaire. C'est dans ce sens-là qu'il considère l'apparition de l'euro. En fait, pour Jesús Huerta de Soto, l'euro est un outil de restriction du nationalisme monétaire des 17 États membres. Selon lui, la gestion de la crise aurait été bien plus chaotique et bien plus interventionniste si l'euro n'était pas là. Il a écrit un article en 2012 qui a été publié sur musée.org, qui a fait débat, où il défend ces idées-là. Alors, dans la troisième étape, une fois que cette coopération entre banques centrales a été mise en place, on va créer des banques à réserve intégrale. Donc on va revenir aux 100% de réserve par un système qui est assez intéressant, je dois dire. Le point de départ est toute son analyse légale, qui consiste à dire les dépôts d'aujourd'hui ont une double nature. Une véritable nature de dépôt selon le droit canonique, le droit latin qui a toujours existé, même le droit commercial, avant qu'il soit corrompu par l'intervention de l'État, et la nature de créance à la banque. Eh bien, on va séparer ces deux natures des dépôts d'aujourd'hui. Tout simplement, selon les préférences des clients, on va leur demander, est-ce que vous préférez, ou plutôt quelle partie de vos dépôts d'aujourd'hui vous préférez garder en véritable dépôt couvert par 100% de réserve en or, ou quelle partie préférez-vous garder comme des actifs financiers, un petit peu comme des parts de SICAV ou des fonds mutuels, qui seront remboursables selon le prix de marché et qui seront adossés au crédit octroyé par la banque. Donc on va scinder le bilan de la banque en deux et les dépôts en deux. Donc, fonds mutuels, partie fonds mutuels et partie dépôt. Alors les dépôts seront couverts par des billets à 100%. Des billets qui seront ensuite remplacés par le stock public d'or. Alors évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a au bilan des banques comme ressources propres, hein? Parce que, en fait, la
réforme ne consiste qu'à transformer les dépôts. Et il y a une partie, les ressources propres, qui restent non utilisées. Il nous dit, eh bien, cette richesse nette sera utilisée pour rembourser la dette publique. Donc un petit peu comme chez Rothbard précisément. La proposition de Huerta de Soto est un mélange entre Mises et Rothbard. Et une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on pourra abolir les banques centrales, toute la législation qu'elles ont mise en place, et les moyens d'échange fiduciaires seront couverts par 100% d'or. Et la dernière étape, c'est la liberté monétaire dans laquelle, un petit peu à la Hayek, donc vraiment un ensemble de différents éléments autrichiens préexistants, la liberté monétaire va nous révéler les différentes inventions monétaires qu'il y aura, les types de monnaie, les types de supports monnaie, les monnaies, enfin l'or aura une place prédominante, mais nous ne pouvons pas dire si d'autres monnaies ne pourraient apparaître. Voilà. Alors, un petit peu, donc, un point de vue critique sur Huerta de Soto. Donc ça, ce sont les éléments de sa réforme. Il dit, stratégiquement, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut éduquer la population, un petit peu à la Mises, il faut répandre les bonnes idées. Et deuxièmement, il faut faire du lobbying auprès des hommes politiques, petit à petit, de manière progressive. Il faut leur expliquer qu'il faut passer de l'étape 1 à l'étape 2, de l'étape 2 à l'étape 3. Et ainsi de suite. Donc il a une vision très angélique de l'État. Il faut se poser la question, pourquoi la coopération entre banques centrales, l'étape 2, serait-elle anti-inflationniste déjà? Enfin, on pourrait avoir un point de vue tout à fait contraire et dire que comme il n'y a plus de capacité d'adoption d'une autre monnaie, des banques centrales qui coopèrent sont plus inflationnistes. Et c'est exactement ce qu'on observe dans la réalité avec l'exemple qui a été donné sur la Suisse. Alors, la Suisse a été obligée en fait de fixer le franc suisse à l'euro parce qu'il y avait des apports de liquidité très importants. Donc le système bancaire suisse produisait de la monnaie fiduciaire. La Banque centrale perdait le contrôle de la masse monétaire et ils ont été obligés finalement de coopérer. Huerta de Soto donne un rôle central aux autorités publiques, un processus graduel, mais de manière intéressante, il y aurait un recours occasionnel des finances publiques à la Banque centrale. La Banque centrale, dans le processus intermédiaire, pourrait se refinancer, l'État pourrait se refinancer auprès de la Banque centrale de manière directe ou indirecte, tant que ça reste pas trop inflationniste. En fait, c'est ça qu'il dit lui-même. Donc c'est une approche autant idéologique d'un côté, donc il faut éveiller le monarque bien instruit pour qu'il mette en place les bonnes réformes, et très constructiviste. Donc il y a des étapes très claires qu'il faut suivre. Donc d'une certaine manière assez le contraire des ordres spontanés dont lui-même se révèle adepte. Donc en conclusion rapidement, quelle est la stratégie réaliste d'une réforme monétaire? Alors l'approche constructiviste s'appuie sur une coopération de l'État. Donc ça m'a l'air très peu cohérent avec une théorie réaliste de la vie politique. Il ne faut pas être autrichien pour comprendre que les hommes politiques agissent selon leurs propres intérêts. Il y a la théorie des choix publics, la théorie de la recherche de la rente. Il y a beaucoup de théories qui indiquent clairement que les réformes correspondent à la recherche de certains intérêts. Donc peu crédible qu'une réforme monétaire puisse aboutir par recours aux hommes politiques. Alors, deuxième grand point, le succès de toute réforme dépendra de la flexibilité générale de l'économie. Parce que précisément, il y aura des faillites, des banqueroutes, la question de la déflation. Alors il faut que l'économie puisse s'ajuster rapidement sans qu'il y ait des excès d'offres ou des excès de demande, surtout des excès d'offres de travail. Donc, pour éviter le chômage et la souffrance, il faut que l'économie puisse s'ajuster, que les transactions puissent se faire de manière libre. Et donc il faut d'une certaine manière, il ne faut pas parler de réforme monétaire de manière isolée. Il faut avoir une approche plus généralisée des réformes
structurelle dans l'économie, pourrait-on dire. Et ça, c'est un point, à mon avis, absolument crucial. Et même ceux qui travaillent dans le domaine de la réforme purement monétaire devraient approcher ce point de près. Donc, quelle est l'implication de tout cela? L'implication, c'est que cette question de la réforme monétaire, elle deviendra d'elle-même pressante au moment d'une crise bien plus grave que ce qu'on a vu en 2008, qui va se présenter à un moment ou à un autre. Je pense qu'il ne faut pas, la bonne stratégie, ce n'est pas de chercher des moyens, comment, par quelle étape, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord et ensuite, donc quel est le fil concret qu'il faudrait suivre. Ce qu'il faut, c'est avoir une justification rationnelle et convaincante du contenu des réformes à mettre en place. Alors, il y aura d'inévitables effets de redistribution, donc il y a une dimension éthique à ce problème aussi très importante qu'il faut également étudier peut-être séparément. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur la réforme monétaire. Maintenant, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus.